90% des gens qui ne progressent pas dans le sport ne progressent pas parce qu'ils ne s'entraînent pas parce qu'ils ne veulent pas s'entraîner, mais tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment s'entraîner et qu'ils ne savent pas pourquoi faire telle ou telle chose. On va voir ensemble les bases du sport, on va parler notamment de course à pied, de trail, de sport dit d'endurance pour développer cette filière dite aérobie, et on va également parler de salle, de musculation si tu veux prendre du poids, prendre du volume, de la puissance, maigrir, perdre du poids, développer ta force, ton endurance, etc. Bref, on va vraiment ensemble regarder les bases de l'entraînement avec notamment les 2 facteurs clés de progressivité dans le sport. Si tu me suis ou tu prends la chaîne en route, tu vas te dire oh là là, Quentin il délire complètement, il nous parle pas de business ou de fiscalité. On a tendance à l'oublier, moi le premier, j'ai un diplôme de kiné, un diplôme universitaire en kiné du sport, je fais pas mal de sport, je côtoie des sportifs et j'ai la chance aussi de côtoyer des entraîneurs avec lesquels j'apprends plein de choses. Donc le but c'est aussi de te transmettre vraiment les bases, et tu vas le voir avant qu'on parle de cette filière aérobie de course à pied et de musculation, que les effets du sport sur nos performances en tant que personne sont assez exceptionnels. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Comme d'habitude, les scripts de la vidéo, c'est les petites notes que je me suis prises, tu pourras les retrouver sur mon site karma.net, j'en ferai un article de blog ou dans la description. Quels sont les effets du sport sur les performances sportives, sur nous-mêmes en tant qu'humains? C'est une étude américaine qui a été faite sur 2 groupes d'étudiants, un groupe d'étudiants qui ne fait pas de sport et un groupe d'étudiants qui fait du sport 3 fois par semaine, tous les 2-3 jours. Et rien d'autre n'a été changé. On n'a pas changé l'alimentation, on n'a pas changé le sommeil, on a juste changé le sport. Et tu vas le voir, les résultats sont assez ahurissants. Le groupe qui fait du sport a vu leurs résultats scolaires augmenter de plus de 20%. Il y en a 20% d'élèves en plus susceptibles d'obtenir un 20 en mathématiques ou un 20 en anglais. On a eu une augmentation également de 20% du vocabulaire, de l'attention, de la coordination et de la concentration pour le groupe qui faisait du sport 2 à 3 fois par semaine, et sur une semaine seulement, et je trouve que c'est ça le plus ahurissant, sur 7 jours seulement, leurs résultats scolaires ont augmenté de 13%. Il y a une seule diminution qui a été constatée, et c'est un petit peu ironique, c'est on a eu une diminution de 21% du temps d'enseignement des professeurs, c'est-à-dire que les profs ont eu à travailler moins longtemps pour que les élèves assimilent. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'en 7 jours, les gens qui font du sport ont 13% d'augmentation, et 13% c'est énorme d'augmentation de leurs résultats, et 20% à l'échelle d'une année. Alors ça sert à rien de rentrer dans le vif du sujet, enfin de développer ces choses là, d'ailleurs si tu veux que je les développe, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais le sport ça reste un anxiolytique, un antalgique, un anti-inflammatoire. Et attention, alors oui je fais un peu des trucs délirants, moi ultra trail, Ironman, etc., mais quand on dit sport, on parle pas forcément de course à pied. Le sport ça peut être la marche, et la marche c'est pour moi le sport le plus sous-évalué au monde, parce que la course à pied c'est très bien, mais ça reste très traumatisant. D'ailleurs si tu fais de la course à pied ou que tu connais des coureurs, tu verras il y a énormément de blessés. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, dans la course à pied et dans la musculation. La course à pied, alors ça, on connaît tous quelqu'un, ou on a tous au moins une fois dans notre vie couru, on connaît tous des gens qui s'entraînent, que ce soit pour un 10 km, un semi-marathon, un marathon, du trail, de l'ultra-trail, etc. Et il y a quelques principes de base à respecter. Là, on va vraiment voir la base pour éviter de faire des erreurs. Ce qu'il faut retenir, mais vraiment c'est la grosse guideline, c'est que 80% de notre temps d'entraînement devrait être à une allure dite footing. Pourquoi se mettre à cette allure dite footing? Et je vais te définir ce que c'est que l'allure footing selon les datas que tu auras pour t'entraîner. C'est l'allure à laquelle ton cœur se muscle, et jusqu'à preuve du contraire, le cœur c'est ce qui te permet d'amener du sang et de l'oxygène dans tes muscles. Donc c'est quand même intéressant pour ces sports d'endurance, pour ces sports aérobies, de vraiment muscler ton cœur. C'est également à cette allure, on va le voir, qu'on pourra rajouter des séances d'entraînement assez facilement. Il vaut mieux s'entraîner 3, 4, 5 fois par semaine à une allure footing que s'entraîner qu'une fois à bloc. Ça on va le voir à la fin de la vidéo. Ça va également développer ton réseau de capillaires sanguins au niveau de tes muscles. Pour faire simple, ça va développer les petites ramifications qui vont amener ce sang, cet oxygène auprès de tes muscles. En termes de ressenti, ça c'est si t'as pas de montre, si t'as pas d'allure, si t'as pas de fréquence cardiaque, si tu connais vraiment rien, on va se fier sur une chose, et d'ailleurs c'est très précis par expérience. Quand on se fie au ressenti, ça donne des datas assez fiables par rapport notamment à la fréquence cardiaque ou aux puissances. En termes de ressenti, l'allure footing, c'est une allure à laquelle tu vas pouvoir courir sans être essoufflé. Il y a des gens qui vont un petit peu plus loin, c'est une allure à laquelle tu devrais être capable de courir en ayant la bouche fermée, en respirant par le nez. On l'a vu, allure footing, 80% de notre temps d'entraînement. En termes de ressenti, je dois pouvoir discuter, je dois même pouvoir courir avec la bouche fermée. Si tu as un capteur de fréquence cardiaque, donc il y en a soit au niveau des ceintures, il y en a même maintenant sur les nouvelles montres au poignet, il y en a même au bras, ça c'est les dernières générations, mais on peut également se fier à la fréquence cardiaque, notamment si tu es un athlète un peu plus avancé et que tu es plus familier avec ces datas. En termes de fréquence cardiaque, pareil, je t'ai simplifié au maximum, ça correspond environ à 75% de ta fréquence cardiaque maximum. Alors tu vas me dire, ok Quentin, t'es bien gentil, mais comment est-ce qu'on estime la fréquence cardiaque maximum? Pareil, s'il y a des physiologistes purs, des entraîneurs purs, ça sert à rien de s'exciter en commentaire. Je simplifie au maximum, et déjà on va éviter à 90% des gens de faire des grosses conneries. En simplifiant au maximum, ta formule de ta fréquence cardiaque maximum, ça va être 220 moins ton âge. Alors je t'ai pris l'exemple de quelqu'un qui a 35 ans, ta fréquence cardiaque maximum serait théoriquement, c'est une théorie, c'est une formule de base, de 185 pulsations. Et donc si on prend notre allure
footing, on l'a dit, ça va être 75% de ta fréquence cardiaque maximale. Ton allure footing va être aux alentours de 139 battements par minute, donc à peu près 140 pulsations par minute. Si tu veux pas faire de bêtises, si tu es à peu près 35 ans, tu vas être aux alentours de 140, 145, 135 pulsations par minute. Donc maintenant, si tu fais de la course à pied et que tu as un capteur de fréquence cardiaque, je t'invite à faire un footing à 140, 145 pulsations par minute, grand maximum, et tu verras qu'il y a forte chance, vous serez à peu près 9 sur 10 minimum, à vous rendre compte que vous allez courir beaucoup moins vite que d'habitude. Et ce qui est génial, c'est qu'en courant beaucoup moins vite, d'une, c'est beaucoup moins dur, et de deux, vous allez être beaucoup plus performant. Alors si tu veux que je te le développe, tu me le diras, on pourrait aussi prendre la fréquence cardiaque, ce qu'on appelle de repos, et calculer une fréquence cardiaque de réserve. En fait, on va prendre ta fréquence cardiaque maximale, on va soustraire ta fréquence cardiaque de repos, on va multiplier ça par ces 75 et on va rajouter la fréquence cardiaque de repos. C'est un petit peu plus précis. Alors pour l'avoir fait, on retombe à peu près sur les mêmes choses. Une personne de 35 ans, souvent la moyenne, ça va être dans les 140, 145 pulses, sachant que en faisant un footing, il vaut mieux être à 140, 135 pulsations que d'être à 145, voire même 150 pulsations. Il vaut mieux être un petit peu plus long, c'est ça qu'il faut que tu retiennes, un petit peu plus lent, un petit peu plus long sur tes footings que d'être beaucoup trop rapide. En termes de VMA, ça c'est pour ceux qui ont par exemple fait des tests VMA. La VMA c'est quoi? C'est la vitesse maximale aérobie. Pareil, il y a plein de tests, il y a les Cooper, il y a les semi-Cooper, il y a les tests navettes, il y a les tests avec les plots, avec les bips, on appelle ça, qui vont augmenter au fur et à mesure, mais pour simplifier au maximum, la vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse maximale que tu peux tenir 6 minutes. Donc ce que tu pourrais faire un test où tu vas essayer d'aller le plus vite possible, de faire la plus grande distance pendant 6 minutes. Ça va à la fois te donner ta fréquence cardiaque maximum, je pense, et ça va également te donner ta VMA, ta vitesse maximale aérobie. Si tu connais ta VMA, c'est pareil, ça va te donner un ordre d'idée, ton allure footing va être aux alentours de 60% de ta VMA. Et pour t'étayer un petit peu mes propos et du fait que je constate qu'il y a à peu près 9 personnes sur 10 qui courent beaucoup trop vite en footing, on va regarder ce que font les meilleurs mondiaux, et notamment on va prendre l'exemple des Kenyans qui font du marathon, qui trustent un peu tous les podiums et toutes les courses sur marathon. Les Kenyans font des footings aux alentours entre 5 et 6 minutes au kilomètre. Ça fait quasiment du 10 km/h. Et on sait que le record du monde du marathon, il est en 2h35 secondes, soit une allure d'ailleurs complètement délirante d'à peu près de 2 minutes 50 au kilomètre. Donc tu vois que les meilleurs mondiaux, les meilleurs marathoniens au monde, les Kenyans, ils ont tendance à faire leur footing encore plus lentement par rapport à leur VMA, par rapport à leur fréquence cardiaque maximum, par rapport à leur ressenti. Ils courent vraiment tout doucement. Donc une fois qu'on a vu tout ça, on peut en déduire que 90% des gens courent beaucoup trop vite en footing, ne développent pas leur capacité aérobie, ne développent pas leur capillaire, ne développent pas leur, on va dire, leur réseau à partir du cœur, ne développent pas aussi les contraintes, ce qu'on va appeler mécaniques, au niveau des articulations, au niveau des muscles, etc. Et du coup, ils s'entraînent moins, ou en tout cas moins régulièrement. Et une phrase que j'adore, il faut apprendre à courir lentement à l'entraînement pour pouvoir courir beaucoup plus vite en course. Petit aparté, arrêtez de courir pour Strava, arrêtez de courir pour les réseaux sociaux, courez par plaisir et aussi pour progresser. Voilà en tout cas déjà la base de la course à pied. Maintenant, on va voir ensemble les bases de la musculation. Renforcement musculaire. Déjà, il va falloir se poser la question de quel est ton objectif. Est-ce que ton objectif c'est de prendre du muscle? Est-ce que ton objectif c'est de perdre du poids? Ou est-ce que ton objectif c'est de maigrir? Et oui, maigrir et perdre du poids, c'est pas la même chose. On peut maigrir en prenant du poids. Tu vas tout de suite comprendre. Maigrir, c'est tout simplement perdre de la masse grasse et gagner de la masse maigre. La masse maigre, pour simplifier, on va prendre en compte les muscles. Tu peux donc maigrir, c'est-à-dire perdre de la masse grasse, et prendre du poids si tu prends du muscle. Donc vraiment, il faut déjà définir ton premier objectif. Premier concept de base, la 1RM, c'est ce qu'on va appeler ton max, c'est ce qu'on va appeler ton 100%. C'est la masse maximale, c'est la charge maximale, c'est le poids maximum que tu peux soulever, tirer ou pousser une fois, bien évidemment, ça va dépendre de ton exercice. Dans les exemples que je vais te donner, on va voir comment développer ton endurance, ton volume, ta puissance, ta force. Il va falloir que tu adaptes ton poids pour être quasiment à l'échec sur ta dernière répétition. C'est-à-dire que quand tu vas arriver sur ta dernière répétition, éventuellement tu peux en faire une de plus, peut-être deux grands maximum, mais il faut vraiment que tu calques ton poids par rapport à ce que je vais dire, la 1RM, le 100%, le max, et ensuite on va se poser la question de qu'est-ce que tu veux développer. Si tu veux développer ton endurance, 6 séries de 20 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre chaque série. Si tu veux développer ton volume, 4 séries de 12 répétitions avec 2 minutes de repos entre chaque série. Si tu veux développer la puissance c'est ni plus ni moins que la force fois la vélocité, la force fois la vitesse. Pour développer ta puissance, fais plutôt 6 séries de 6 répétitions avec de la vitesse et 3 minutes de repos entre chaque série. Et si tu veux développer la force maximale, la force pure, je te conseille de faire 4 séries de 3 répétitions avec 4 minutes de repos entre chaque série. Si tu es débutant, et ça reste mon avis, je te conseille de privilégier les exercices polyarticulaires. Qu'est-ce que c'est que les exercices polyarticulaires? C'est tout simplement les exercices qui vont solliciter différents groupes musculaires, des exercices globaux typiquement qui vont te faire travailler plusieurs choses. Pour vraiment faire simple, les exercices que je te conseille, squat, traction, soulevé de terre, développé couché, etc. Je vais te prendre un exemple. Quand tu fais une traction, ici, tu vas à la fois te servir du grand dorsal, tu vas également te servir au niveau de tes muscles brachiaux, au niveau des muscles du bras, tu vas également te servir des muscles de l'avant-bras pour maintenir, tu vas développer toute une
chaîne musculaire. Bien évidemment, on peut rentrer un petit peu dans les détails, mais là, ça va dépendre de votre planification et de ce que vous avez envie de faire. Les modes de contraction ont une importance, que si tu fasses du statique, que tu fasses du concentrique, que tu fasses de l'excentrique, chaque mode de contraction va avoir un but différent. Et bien évidemment, et ça, que ça soit dans la course à pied, mais encore plus en musculation selon vos objectifs, on a tous en tête l'image des bodybuilders. Alors le repos a une importance cruciale et l'alimentation aussi. Ça me fait penser, on progresse dans le sport, pas forcément quand on s'entraîne, mais on progresse dans le sport quand on se repose. En fait, le corps, tout simplement, il va réagir à un stress. Quand tu vas courir, tu vas créer un stress dans ton organisme, il va se développer. Quand tu vas t'entraîner, les fameuses courbatures, tu vas créer un stress, ton muscle va ensuite s'adapter. Donc ce qu'il faut retenir, oui, tu progresses quand tu t'entraînes, mais tu progresses énormément quand tu te reposes, et il y a trop de personnes qui sont pas prêtes à prendre des jours de repos et qui pensent qu'en s'entraînant plus, ils vont progresser. Et ben c'est une grosse connerie. Je vais te donner l'image avec ton boulot. Si tu travailles tous les jours, 14 heures par jour, sans prendre un jour de repos, ben au bout d'un moment, tu vas faire un burn-out. Pour ton corps, c'est pareil. Les deux principes de base qui font que tu vas être performant dans le sport, c'est simple, ça tient en deux mots, c'est la régularité et la progressivité. Ça va me permettre de revenir un petit peu sur ce qu'on a dit. La régularité, est-ce qu'à ton avis, il vaut mieux aller courir une fois par semaine 4 heures, ou est-ce qu'il vaut mieux courir 4 fois 1 heure par semaine, ou encore mieux 8 fois 30 minutes? Et ben malheureusement, il vaut mieux courir 8 fois 30 minutes ou 4 fois 1 heure qu'une seule fois 4 heures. Parce que la base, on l'a vu, c'est la régularité. Si tu es régulier au bout d'une semaine, si tu es régulier au bout d'un trimestre, si tu es régulier à la fin d'une année, et ben c'est ça qui va te permettre de progresser. Souvent, on veut s'entraîner trop vite, trop fort et on se blesse. Et ben à partir du moment où tu te blesses, à un moment où tu t'entraînes pas, donc tu perds cette régularité. D'où l'intérêt également de se mettre, notamment, je pense à la course à pied, à une allure footing. Tu pourrais quasiment courir tous les jours à une allure footing, alors que si je te demande de courir par exemple à 90% de ta fréquence cardiaque max, ou te mettre à des allures dites de seuil, et ben à ce moment-là, d'une, tu vas te fatiguer, de deux, tu vas stresser ton organisme, et de trois, tu vas pas assimiler, tu vas pas progresser. Donc vraiment, le premier principe de base dans le sport, et c'est valable dans la vie, c'est valable dans tous les domaines, dans le business, etc., c'est la discipline, c'est la régularité. Il vaut mieux faire plusieurs choses répétées qu'une seule chose d'un coup. Ce qui nous amène vers le deuxième facteur clé de la progression, c'est la progressivité. Typiquement, imaginons que tu veux t'inscrire à un trail très long de 100 km, ou tu veux t'inscrire à un Ironman, ou je ne sais, tu veux par exemple lever 150 kg au développé couché. Bah, tu vas pas arriver parce que tu t'es inscrit à 5 km et aller courir 100 km. Ça paraîtrait débile. Et ben il y a quand même des gens qui se le disent. Ou on a par exemple beaucoup de personnes qui, avant de faire un marathon, courent un marathon en se disant bah c'est bien. Bah, pas forcément. Donc imaginons, tu veux te mettre à la course à pied, tu pars vraiment de zéro. Bah, peut-être que la première semaine, tu vas courir le lundi 20 minutes, le mercredi 30 minutes et le vendredi ou le samedi 40 minutes. Ça peut paraître pas beaucoup, ça peut paraître énorme, mais la deuxième semaine, tu vas peut-être courir 30 minutes, puis 50 minutes, puis 1 heure. Puis après, on va rajouter des allures. Il y a de la progressivité sur le volume, sur le temps d'entraînement, mais il y a aussi de la progressivité sur, on va dire, la contrainte. Est-ce que tu vas courir plus vite? Combien de temps t'as passé dans des zones 3, 4, 5? Combien de temps t'as passé dans des zones à haute intensité? Combien de temps t'as passé dans des zones à basse intensité? Bref, ça pourrait prendre des heures, mais vraiment, on retient ces deux facteurs clés, notamment le premier, c'est la régularité et la progressivité. Et puis après, le facteur 3, on a tendance à l'oublier, c'est de prendre du plaisir. Arrêtez de faire du sport pour les réseaux sociaux, arrêtez de faire du sport pour Instagram, pour Strava. Faites du sport et faites des objectifs que vous avez envie de faire par plaisir, parce que ce qui fait que vous allez être régulier, c'est parce que vous allez prendre du plaisir. Alors oui, on a parlé de sport aujourd'hui, mais c'est la même chose pour tout. C'est également valable dans le business et dans tout ça. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu nous fais péter un gros like, que ça soit pour moi ou mon monteur vidéo qui nous fait un travail exceptionnel, également pour le travail de recherche. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai personnellement. Si tu veux qu'on approfondisse ces sujets-là, pareil, c'est toujours avec un grand plaisir que je te partage des choses. C'est pour ça également que j'ai développé un format podcast. Tu peux le retrouver sur YouTube, Deezer, Apple Podcast, Spotify de mémoire, où je vais développer ces choses un petit peu plus sportives, développement personnel, et je vais quand même garder la chaîne YouTube pour peut-être le business et la fiscalité. En tout cas, c'est l'idée que j'ai en tête. D'ailleurs, si tu veux travailler avec nous, si tu veux travailler avec moi, tu retrouveras comme d'habitude tous les liens sur mon profil dans la description de cette vidéo ou sur mon site karma.net. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.